On passe au livre de Gilles Raveau. Alors Gilles, vous démontez, vous vous attaquez à un certain nombre de croyances ou d'idées peut-être un peu reçues que nous avons sur l'économie, qui sont quand même assez nombreuses. J'en ai retenu plusieurs. Alors d'abord, cette idée que finalement, aucun pays n'a pu se développer sans le libre-échange. Vous dites c'est pas vrai. Cette espèce de croyance qu'on a que le Royaume-Uni, les États-Unis étaient des pays libres, très ouverts, et qui se sont développés comme ça face à une France et à une Allemagne protectionniste, c'est pas vrai. Alors, c'est pas je dis. Hein, c'est les gens sérieux qui connaissent le sujet disent. Parce qu'alors, effectivement, vous dites, votre livre, il est passionnant parce qu'il est bourré de références, d'études. Tout est extrêmement précis, tout est extrêmement documenté. J'avoue que c'est ça qui m'a beaucoup plu. Alors moi, ce que j'ai voulu, c'est mettre effectivement un certain nombre de faits à la disposition du lecteur, et j'ai indiqué toutes les sources, comme ça on peut aller voir si ce que je raconte c'est fondé ou pas. Et là, c'est les travaux d'un économiste que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle A. John Chang, donc il y a des bouquins aussi en français que je recommande, et qui a fait un travail d'historien en fait assez simple. Il montre par exemple qu'au XVIIIe siècle au Royaume-Uni, lorsque vous étiez un ouvrier qualifié par exemple, vous n'aviez pas le droit de sortir du territoire parce qu'on ne voulait pas par exemple que vous alliez travailler en France pour une industrie concurrente. Il rappelle aussi que le protectionnisme était très fort aux États-Unis, qui avaient des droits de douane très élevés. Et il dit, si on inclut en plus les coûts de transport pour traverser l'Atlantique, il dit l'accès au marché américain était le plus fermé, un des plus fermés au monde, jusqu'en 1945, jusqu'à extrêmement tard. Alors attention, évidemment, ces pays-là sont devenus libre-échangistes par la suite. Hein, Chang ne dit évidemment pas le contraire, mais simplement il dit, ils ont bâti leur base industrielle de façon protectionniste. Et une fois qu'on est fort, qu'on a une industrie puissante, et ben on est pour l'ouverture évidemment des frontières, parce que ça permet de conquérir les marchés étrangers. Mais alors, après, sur les effets du protectionnisme, vous dites quand même le protectionnisme, il nuit aux plus faibles. Alors là, c'est des travaux récents aussi d'économistes, notamment ceux du CEPI, qui est un organisme de référence en France sur les questions du commerce international, qui montre que, évidemment, quand on regarde le panier de la ménagère, si on peut utiliser cette vieille expression sexiste, il y a de plus en plus de biens qui viennent de pays à faible coût de main-d'œuvre, et donc effectivement, ça permet de baisser le prix des produits, donc ça augmente le pouvoir d'achat grâce aux importations, et c'est particulièrement vrai pour les gens à revenus modestes. Comment on fait, Gilles Raveau, puisque votre livre a pour but quand même de faire des propositions pour aller vers un commerce plus équitable, on va dire, plus... En fait, comme pour beaucoup de problèmes, sur le papier, la solution, c'est l'Europe. C'est-à-dire que si on avait enfin une politique commerciale qui n'existe pas en Europe, en fait on signe des traités de libre-échange, mais on n'a pas de politique commerciale. Et Guillaume Duval, d'Alternative économique, explique très bien pourquoi on n'a pas de politique commerciale en Europe. C'est parce que la Commission européenne a défendu la libre concurrence à tout crin, ce qui a empêché des grands groupes, notamment comme à l'image des GAFA européens, d'émerger. Les États européens jouent chacun perso, etc. Donc, si on veut agir maintenant, malheureusement, il reste que au niveau national. Et là, évidemment, c'est plus compliqué. Alors, Gilles, ce que vous faites, en plus, enfin moi, l'exercice que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, c'est que, à la différence de beaucoup de penseurs de gauche, keynésiens, etc., vous voulez pas révolutionner le monde qui nous entoure en nous disant c'est le monde qui va pas. Et voilà, vous dites non, il faut tout ce que je vais vous proposer, c'est à contexte institutionnel inchangé. Et alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous n'attendez plus rien de l'Europe. Vous dites qu'il faut arrêter de vouloir changer l'Europe. L'Europe, moi, c'est mon cœur de métier. J'ai fait ma thèse sur les politiques d'emploi en Europe au début des années 2000. J'enseigne dans un institut d'études européennes. Donc tous les ans, en fait, je fais soutenir des mémoires d'étudiants. Et ce que je constate tous les ans, c'est qu'ils étudient la politique européenne de défense, ils étudient la politique sociale européenne, et à chaque fois, ils sont affreusement déçus à la fin, parce qu'ils ont plein... C'est des jeunes Européens, ils sont polyglottes, ils ont étudié dans des universités en Espagne ou en Allemagne ou au Royaume-Uni, ils connaissent très bien l'Europe. Pour eux, l'Europe, c'est une évidence, ils sont nés l'euro, ils ont toujours connu l'euro, donc tout ça, c'est simple pour eux. Mais sauf quand ils regardent l'Union européenne, ils voient que les politiques n'existent pas, qu'elles avancent pas. Et vous n'y croyez pas non plus. Alors, autre idée que vous voulez réhabiliter, c'est oui, on a besoin de l'État pour innover, notamment dans l'industrie. Là, c'est les travaux qui font référence de Mariana Mazzucato, qui a fait une étude très pointue sur Apple, et qui montre que toutes les innovations de rupture d'Apple, en fait, découlent, soit ont été produites par des universités publiques américaines, soit grâce à des subventions américaines, que ce soit le GPS. Le GPS, c'est une invention publique américaine. Internet, on sait qu'Internet, c'est un sous-produit de l'armée américaine, l'écran tactile, l'assistant vocal Siri, tout ça, c'est des choses qui découlent d'investissements publics. Alors, vous vous attaquez à la faiblesse industrielle de la France. Et vous dites finalement, quand on s'interroge sur la faiblesse industrielle de la France, vous dites c'est pas le coût du travail, parce qu'en fait le coût du travail ça compte très peu
dans le prix final d'un produit. Bah oui, par exemple, si on rentre dans une usine Renault, on voit il y a des robots ultra perfectionnés qui coûtent des millions d'euros. On voit bien que c'est pas le poids de la masse salariale qui est décisif pour Renault. Et si on regarde les chiffres un peu au niveau national, en fait, on a tellement maîtrisé le coût salarial en France depuis les années 80 qu'aujourd'hui, dans l'industrie manufacturière, pas dans l'ensemble de l'économie, même dans l'industrie manufacturière, le coût horaire est inférieur en France à ce qu'il est en Allemagne. Alors c'est quoi le problème de l'industrie française ? Je pense qu'on a été... Alors là, pour le coup, ça renvoie complètement à la place de l'État. C'est-à-dire que l'État français a été très efficace pour un certain type de projets qu'on peut discuter par ailleurs, le TGV, le nucléaire, et qu'effectivement, on a plus de mal maintenant à mettre sur le marché des produits qui nécessiteraient, je pense, toujours une forme d'intervention publique, mais une autre forme d'intervention. Je le vois très bien dans mon université. On a, par exemple, le lien université-industrie ne fonctionne pas en France. Ouais. Alors, vous tuez 3 faux espoirs. Enfin, vous tuez 3 espoirs, plutôt, vous dites. Ce sont des faux espoirs. Premier faux espoir, le retour du Made in France. Deuxième faux espoir, la relocalisation. Et troisième faux espoir, le salut par les startups. Alors, par exemple, un exemple qui est très intéressant, c'est les relocalisations, parce qu'on en parle beaucoup dans la presse. Il y a effectivement des entreprises qui reviennent, mais ce qu'on constate, c'est que ces entreprises, lorsqu'elles reviennent, très souvent, c'est parce qu'elles ont une capacité à robotiser en fait leur processus de production. Et donc, il y a Helmut Moub, qui est professeur à l'Université Paris 13, qui a fait des études. Donc déjà, il y a très très peu d'entreprises qui reviennent. Donc au niveau d'un pays comme la France, les créations d'emplois sont négligeables. Et en plus, elles robotisent beaucoup quand elles reviennent en France, et donc c'est pas ça qui va créer des emplois en France. Alors, la partie qui m'a le plus passionné, votre partie sur l'emploi. Vous dites, il n'y a pas d'exception française en termes de chômage, contrairement à ce qu'on nous dit. L'Allemagne, par exemple, ne crée pas plus d'emplois que la France, et même proportionnellement, les États-Unis non plus. Alors c'est ça qui est bien quand on écrit des livres, c'est qu'on apprend des choses, parce que j'étais assez convaincu de cette thèse d'exception française au chômage qui ne me faisait pas plaisir. Mais quand on regarde les créations d'emplois, depuis 2000, on se rend compte que malgré l'extraordinaire succès de l'Allemagne à l'exportation, l'Allemagne ne crée un tout petit peu plus d'emplois que la France, mais la différence est vraiment très très faible. Et alors pourquoi le chômage a autant baissé en Allemagne? Effectivement, il est à moitié inférieur à nous. La démographie. La démographie, parce que la population allemande depuis 2000, elle a quasiment stagné. Alors qu'en France, il faut quand même prendre conscience de ce fait absolument incroyable. Depuis simplement 2000, la population française a augmenté de 6 millions de personnes. Et alors, vous dites, si on regarde le nombre d'emplois qui nous manque pour arriver en fait au plein emploi, là encore, France, États-Unis, Allemagne, aucun de ces pays finalement ne réussit à créer des emplois de qualité pour tout le monde. Ben non, en fait, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, à la fois dans les politiques économiques, mais même dans les débats entre économistes dans la presse, c'est en fait l'extraordinaire progression de la productivité en permanence dans nos économies. Et il y a juste un chiffre qui résume ça, qui est fourni par Michel Husson, qui est quand même hallucinant quand on y pense, c'est que le volume total d'heures de travail depuis les années 60 en France n'a pas augmenté, alors que le PIB a été multiplié par 4. Donc on produit 4 fois plus de choses que dans les années 60 en France aujourd'hui, sans travailler une heure de plus. Comme la population augmente, et bien évidemment on a du chômage. Vous dites un truc que je n'avais pas vu sous cet angle. Vous dites mais finalement le bien le plus précieux dont on dispose c'est le temps. Mais pourquoi est-ce que l'objectif des économistes, c'est pas au contraire de minimiser le temps de travail pour pouvoir consacrer ce temps précieux à d'autres choses? Parce qu'on est tous des protestants. Ça, Max Weber avait raison, c'est que les économistes, on est des protestants, on valorise la production, le travail, le labeur qui est vécu comme une vocation, et on doit travailler parce que c'est comme ça qu'on s'épanouit. Est-ce que vous pouvez me tordre le cou très vite à cette idée que les États-Unis sont arrivés au plein emploi parce qu'il y a 4% de chômage, alors que quand on voit les chiffres, il y a des dizaines de millions d'Américains qui ne travaillent pas finalement? Alors, voilà. En fait, il y a plusieurs façons de le montrer. Il y a une façon, c'est les bons alimentaires, les fameux food stamps. Il y a 15% de la population américaine qui les touche, et pourtant, il faut être très très pauvre pour les toucher, donc ça fait 1 habitant sur 6. On voit bien que s'il y avait vraiment que 4% de chômeurs, il ne peut pas y avoir 15% de gens qui ont parce que vous dites, historiquement, cette distribution de bons et le chômage était extrêmement corrélée. Il y a eu une réforme des statistiques du chômage il y a quelques années, et ça a décorrélé, mais en fait on voit bien que c'est pas vrai. Vous citez un chiffre incroyable, vous dites qu'il n'y a que 44% des adultes américains qui ont un emploi stable, qui les occupe plus de 30 heures par semaine. C'est le directeur de l'Institut de sondage Gallup qui donne cette information. Ne sont pas au plein emploi. Ce qui est passionnant dans votre livre, Gilles Ravaud, c'est qu'en fait on y voit l'esquisse de ce que pourrait être un nouveau programme
une base de travail au moins pour bâtir un nouveau programme de gauche. Ce serait quoi les principales propositions? La première, c'est la transition écologique. C'est ça qui est quand même très compliqué à comprendre, même pour des gens de gauche. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais keynésien. Je suivais les excellents travaux de Jean-Paul Fitoussi à l'époque, qui nous expliquait que l'Europe, c'était une catastrophe, vous vous rappelez, dans les années 90, parce que les taux d'intérêt étaient trop élevés, ça plombait la croissance, etc. Donc je pensais qu'il fallait plus de croissance, plus d'investissement public pour lutter contre le chômage. Et aujourd'hui, on voit que si on est de gauche, mais même si on est de droite, de toute façon, on a la nature, là, elle est plus forte que nous, et ce qui se passe change tout. Et c'est là que je dis que les libéraux comme les keynésiens ont tort, c'est-à-dire que, et même les marxistes aussi, tous voient dans la croissance une solution. Or, point. Et ça c'est vrai pour un pays pauvre. Je ne dis pas que c'est pour tous les pays de la planète. Oui, mais le problème de l'investissement, de l'environnement, Gilles Raveau, c'est pas la croissance, c'est pas l'augmentation de la valeur, c'est la production. C'est ça qui pollue. On peut continuer à créer de la valeur avec des services. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la recherche de la croissance s'accompagne souvent de la recherche de la production. C'est l'optique productiviste qu'on trouve classiquement à gauche, qu'on trouve chez les syndicats de gauche, etc. Donc, le premier pas pour une politique de gauche, c'est de vraiment complètement s'inscrire dans le paradigme écologique. Et ça change tout. Et à partir de là, il y a pas mal de travaux. Je cite la plateforme pour le climat, par exemple, qui montre qu'on peut créer 1 million d'emplois qui sont bons pour le climat en France. Merci beaucoup.